Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Pius Ngandun Chama, Itinéraire et trajectoire, du discours littéraire à l'anthropologie, 2008. René-Pierre Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne 1893 à 1960, volume 3, Nationalisme africain et décolonisation française 1945 à 1960, 2008. Pierre Kamba, Violence politique au Congo-Kinshasa 2008. Ijin Dida Samboulou, Le notaire et le service public 2008. Fatimata Mounkaila, Anthologie de la littérature orale Songé Zarma. Saveurs sahéliennes 4 tomes 2008. Jean-Baptiste Paloukou Ndavaro, La communication et l'exercice de la démocratie en Afrique 2008. Amadou Ouedraogo, Rite et allégorie de l'initiation. Vision africaine et caribéenne de la totalité 2008. Régine Levrat, Le coton en Afrique occidentale et centrale avant 1950-2008. Ismaïla Madior Fall, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, 2008. Charlotte Fontan, Développer les filières vivrières en Afrique de l'Ouest. L'exemple du riz en Guinée, 2008. Oumar Sivori Doumbouya, Les ONG féminines en Guinée. Instrument au service de la promotion féminine, 2008. Oumar Sivori Doumbouya, La situation sociale des femmes en Guinée. De la période précoloniale jusqu'à nos jours, 2008. Godwin Tete, Père de la nation togolaise 2008. Auguste Wonokouma, Mongo Betty et la confrontation. Rôle et importance des personnages auxiliaires 2008. Shaker El Hadji, Bourguiba Senghor. Deux géants de l'Afrique 2008. Rosa Amelia Plumzelluribe, Traite des Blancs, Traite des Noirs 2008. Martin Kuengenda, Crise de l'État en Afrique et modernité politique en question, 2008. Remerciements. Menomo Bella, Menambel, Misong, tous avocats au barreau du Cameroun, ont amicalement accepté de relire mon manuscrit. Je les remercie sincèrement pour leurs observations, leurs suggestions et leurs critiques. Je tiens aussi à remercier le Dr Augustin Fouda, pour les précisions utiles qu'il m'a apportées sur l'histoire sociopolitique de la ville de Yaoundé. Je voudrais enfin, et pour terminer, remercier tous mes amis du café littéraire Le Cannibale à Yaoundé, pour les échanges passionnés et instructifs que nous avons eus au sujet des émeutes du mois de février 2008 dans notre pays. Bien entendu, j'assume seul l'ensemble des réflexions et des jugements qu'il y a dans ce livre. Bopika. À Angola. Ma ville natale. La société est tranquille, non point parce qu'elle a la conscience de sa force et de son bien-être, mais au contraire parce qu'elle se croit faible et infirme. Elle craint de mourir en faisant un effort, chacun sent le mal, mais nul n'a le courage et l'énergie nécessaires pour chercher le mieux. On a des désirs, des regrets, des chagrins et des joies qui ne produisent rien de visible ni de durable, semblables à des passions de vieillard qui n'aboutissent qu'à l'impuissance. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Résumé. Des rues désertées par les automobilistes et enfumées par des barricades en feu sur les chaussées. Des files interminables de piétons sur les trottoirs. Des bandes de jeunes gens agités et violents qui défient les forces de l'ordre sur les artères principales et les grands carrefours. Des magasins pillés. Des bâtiments publics et des locaux d'entreprises saccagés. Des affrontements meurtriers. Des habitants apeurés. Une atmosphère insurrectionnelle à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, à Nkonsamba, etc. Mais également à Yaoundé, traditionnellement calme. Le régime politique du renouveau fait face à l'une des crises les plus graves du Cameroun au mois de février 2008. Elle dure 7 jours, du samedi 23 au vendredi 29 février 2008. 40 morts, 1671 personnes interpellées, 5 provinces affectées sur les 10 que compte le Cameroun, 31 villes concernées. Tel est le bilan officiel des émeutes du renouveau, c'est-à-dire
des émeutes des premières générations d'âge du régime politique au pouvoir depuis 1985 au Cameroun. Plusieurs générations du renouveau sont aujourd'hui majeures. Ce sont les jeunes nés entre 1985 et 1990. C'est la cohorte ou la classe d'âge qui est désignée dans ce texte, la génération du renouveau par commodité de langage. Cette classe d'âge renvoie toutefois à une catégorie sociale marquée, sur le plan politique, par le discours du renouveau, et sur le plan économique, par la crise survenue après l'avènement du renouveau. Pour la génération du renouveau, le pluralisme et la stabilité politique, la liberté de la presse, la paix civile sont des acquis naturels. Ils ne sont pas nombreux ceux d'entre eux qui savent que ce sont des conquêtes récentes et fragiles. Les déchirements politiques des années 50 et 60 leur sont étrangers. Ils méconnaissent aussi les termes et les enjeux de la crise politique et sociale du début des années 90. Autrement dit, la génération du renouveau ne sacralise pas les principaux thèmes qui sont valorisés dans le discours dominant comme des réalisations politiques majeures du renouveau. Leur vécu quotidien est plutôt dominé par des urgences économiques et sociales non satisfaites. La génération du renouveau, c'est en effet la génération de la crise économique et de la régression sociale. Ceux de cette génération qui ont la chance d'être encore scolarisés appréhendent leur avenir professionnel. Ceux qui ne sont plus scolarisés sont majoritairement au chômage, ou réduits à faire des petits boulots dans le secteur informel. Dans l'ensemble, c'est la précarité sociale. Ils ne sont pas autonomes, bien que majeurs. Ils vivent majoritairement chez des parents, eux-mêmes souvent au chômage ou précocement en retraite. Pour eux, l'État-providence et l'État de droit n'existent pas. Ils ont grandi dans la corruption. Tout se paye au prix fort, le travail, le mérite, la compétence, la justice, la science, etc. L'argent gouverne les rapports sociaux. Le reste, c'est la rhétorique. Les plus âgés de la génération du renouveau ont eu l'opportunité de voter pour la première fois aux élections législatives et municipales du 22 juillet 2007. Ils ont pu, à l'occasion de ces élections, évaluer par eux-mêmes la rhétorique politique dans leur pays, c'est-à-dire l'art d'agir par la parole en politique. Depuis la fin des années 80, en réponse à la multiplication des difficultés politiques et économiques, le discours officiel au Cameroun connaît en effet une dérive rhétorique. Sur le plan politique, l'année 1992, qui marque le rétablissement du pluralisme électoral, initialise aussi, paradoxalement, le début de l'affaiblissement de l'opposition politique et de la dissolution de la concurrence électorale. Délivré de la pression concurrentielle en matière électorale, le pouvoir en place retrouve après 1992 le confort institutionnel des régimes de parti unique, et notamment une forme d'autonomie ou d'indépendance vis-à-vis du corps électoral. Dans un contexte de crise des finances publiques, les leviers d'action politique se sont progressivement affaiblis, et le discours officiel s'est vidé de contenu autre que formel. Plus d'engagement politique contraignant pour les gouvernants. Plus de calendrier précis pour les réformes préconisées. À la place, l'expression d'ambition politique, de préférence politique, d'orientation politique vague. Avec ce mode opératoire, le discours politique des gouvernants, et notamment celui du président de la République, produit à la longue l'effet d'une virtuosité creuse. Sur le plan économique, la dérive rhétorique du discours officiel est liée à la tutélisation internationale de la politique économique du Cameroun. Depuis 1988, la politique macroéconomique du Cameroun est sous régime international de tutelle du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale. Cet encadrement économique contraignant laisse très peu de marge de manœuvre au pouvoir public dans le choix des priorités et des modalités pratiques de la conduite de la politique macroéconomique du Cameroun. Le FMI et la Banque mondiale ont, depuis 1988, élaboré des plans d'ajustement structurel, PA, et signé des accords de confirmation que les pouvoirs publics camerounais mettent en œuvre avec plus ou moins de succès depuis cette période. Autrement dit, ils ont recensé et préconisé des réformes de structure socialement coûteuses, mais censées améliorer à moyen terme les performances macroéconomiques du Cameroun. Ainsi, la politique macroéconomique du Cameroun est depuis bientôt 2 décennies, en grande partie définie au FMI et à la Banque mondiale,
et mise en exécution par le gouvernement camerounais qui en assume en dernier ressort la responsabilité. Cette mise en exécution fait l'objet de revues périodiques des services techniques du FMI et de la Banque mondiale, qui, à l'exemple des maîtres d'école, distribuent à l'occasion des félicitations ou des blâmes au gouvernement du Cameroun. Dans ce contexte assumé d'assujettissement macroéconomique, les gouvernants camerounais sont, au niveau du discours, réduits à la rhétorique économique. En apparence, ce sont des réalisateurs. En réalité, ce sont des acteurs d'un scénario générateur d'un profond malaise social. 20 ans d'efforts et de sacrifices vains ont en définitive épuisé les Camerounais. Entre 1988 et 2008, le Cameroun signe 8 accords avec le FMI et met en œuvre 5 programmes d'ajustement structurel. Ce sont, malgré tous les discours prometteurs, 20 années d'efforts et de sacrifices pour les Camerounais les plus modestes. Ce sont aussi des années de régression sociale au Cameroun, c'est-à-dire des années de chômage pour un nombre de plus en plus important de Camerounais, de rationnement de toute nature, de privations diverses et de dégradation visible de leur situation sanitaire. Malgré le succès économique relatif de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, en 2006, les discours officiels s'enchaînent par la suite, sans mesures gouvernementales concrètes pour répondre aux urgences sociales. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE avait pourtant été présentée comme la clé de la voie du progrès économique et social. Dès lors, pour les Camerounais modestes, l'attitude de leurs gouvernants qui prospèrent paradoxalement dans cet environnement de misère s'apparente à une forme d'insensibilité à leurs souffrances. Déjà, les efforts requis pour, dit-on, sortir de la crise économique, étaient inéquitablement répartis. Voilà que les gouvernants confisquent les retombées économiques et sociales de leurs sacrifices passés. Ce sentiment d'injustice sociale nourrit un malaise profond au Cameroun depuis l'atteinte du point d'achèvement au mois d'avril 2006. Au cœur de ce malaise social, les ressentiments nés de la corruption et des détournements de deniers publics. Une élite administrative et commerçante, dépourvue de convictions militantes et d'ambitions politiques, a en effet au fil du temps fait main basse sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, identifié comme un levier efficace de prédation. Ce sont les rhétoriqueurs du renouveau. Il s'agit de hauts responsables du parti au pouvoir, de l'appareil d'État et des grandes entreprises privées et publiques, dont l'engagement politique est exclusivement motivé par les opportunités de corruption dans l'administration. Le développement économique du Cameroun et l'amélioration induite des conditions de vie des Camerounais ne les préoccupent pas. Ils s'inscrivent dans une logique d'enrichissement personnel aux dépens de la fortune publique. Ils érigent la corruption en fait de société et de culture. Ils lui trouvent même une utilité politique et sociale. À la fin des années 90, le comportement asocial des rhétoriqueurs du renouveau prend une envergure qui entrave le développement du Cameroun et alimente les frustrations et les tensions sociales. C'est dans ce contexte, et sous la pression des bailleurs de fonds internationaux, que le président Paul Biya entreprend d'engager une politique active de lutte contre la corruption qui ébranle son propre camp. À la fin du mois de février 2006, 4 anciens directeurs généraux de sociétés publiques sont placés sous mandat de dépôt pour faits de corruption et détournement de deniers publics. Parmi eux, un récent ministre, membre suppléant du comité central du RDPC, et un directeur général de société d'État, membre titulaire du comité central du RDPC. La croisade présidentielle contre la corruption et les détournements de deniers publics reçoit un soutien populaire dans le pays et l'approbation des partenaires de développement du Cameroun. Elle est par contre décriée par les rhétoriqueurs du renouveau qui avancent les arguments de l'utilité politique de la corruption et du tous pourris pour se défendre. C'est pour consolider, voire sauver le régime du renouveau, que les rhétoriqueurs du renouveau prétendent avoir posé hier les actes qui les incriminent aujourd'hui. Ils l'auraient fait sans enrichissement personnel, pour assurer la stabilité du régime et la paix dans le pays. De toutes les façons, si leur culpabilité est judiciairement établie, alors tout le monde dans le pays est potentiellement coupable. Ils ont agi à l'époque comme tous les hauts responsables politiques de ce pays. C'est donc le procès en corruption de l'ensemble du régime du renouveau
que le président de la République est en train d'instruire. Il est mal inspiré de s'engager dans cette voie suicidaire. Cette affaire peut éclabousser tout le monde, y compris son entourage familial. Il faut intelligemment sortir de ce piège tendu, entre autres, par les ennemis du renouveau et les bailleurs de fonds internationaux. Peu importe pour la génération du renouveau. Cette politique doit être malgré tout poursuivie. Les jeunes sont là de cette stabilité sans force, de cette tranquillité sans bonheur, de cette industrie sans progrès. Les ressources apaisantes de la rhétorique du renouveau s'épuisent auprès de la génération du renouveau. La génération du renouveau réclame dorénavant des mesures concrètes pour son mieux-être. C'est elle qui est en première ligne dans les mouvements de rue au Cameroun depuis plusieurs années. C'est elle qui constitue la majorité de la population des émeutiers de février 2008, au Cameroun. Les émeutes du mois de février au Cameroun démarrent le samedi 23 février 2008 dans un contexte de revendications sociales et politiques. Les revendications sociales naissent du renchérissement continu du coût de la vie, depuis le début de l'année 2007. L'augmentation des prix à la pompe au mois de février 2008 est une illustration emblématique de cette vie chère, dont se plaignent régulièrement les syndicats des transporteurs urbains et une majorité de ménages camerounais. Quant aux revendications politiques, elles sont inspirées par le projet de révision de la Constitution, projet annoncé par le président de la République dans son discours de vœux à la nation du 31 décembre 2007. Ce projet de révision constitutionnelle est destiné à lever le verrou de la limitation des mandats présidentiels à 2 septennats consécutifs. Le samedi 16 février 2008, c'est-à-dire une semaine avant le début des émeutes, des violences de rue sont d'ores et déjà enregistrées à Douala. Quelques mois plus tôt, d'autres villes du Cameroun sont aussi le théâtre de manifestations publiques violentes et meurtrières. À chaque fois, ces manifestations opposent de jeunes gens agités et déterminés aux forces de l'ordre. À chaque fois, ces manifestations dégénèrent en affrontements violents et souvent meurtriers, en pillage de magasins, en dégradation de biens publics, etc. Une bavure des forces de l'ordre, une provocation des jeunes manifestants, et c'est le début de l'affrontement et de l'émeute. Il faut remonter au mois de mai 1955 pour trouver des émeutes comparables en ampleur, et en bilans humains et matériels. Ces émeutes renseignent en définitive sur les défis et les démons auxquels est confronté le régime du renouveau au Cameroun, après 23 ans au pouvoir. Le premier défi est d'ordre économique. Il s'agit de réussir la sortie du régime international de tutelle économique, auquel le Cameroun est soumis depuis plus de 20 ans. Cela conditionne le développement économique et social du Cameroun. Le deuxième défi est d'ordre politique. C'est le sujet de la succession présidentielle, que la révision constitutionnelle du mois d'avril 2008 au Cameroun n'évacue pas. Ce sujet s'inscrit dans un environnement social et politique habité par le démon du repli ethnique, qui inspire très souvent celui de l'épuration ethnique. Les tensions ethnoculturelles, entretenues lors des émeutes du mois de février 2008 par la théorie explicative de la conspiration politique, préfigurent les risques de dérapage et les dangers importants qui entourent la perspective de la succession présidentielle au Cameroun. Au-delà des effets déstabilisants de cette grosse secousse sociale instantanée, les émeutes du mois de février 2008 exhument, avec épouvante, les visages terrifiants des vieux démons qui menacent réellement et durablement la stabilité politique du Cameroun. La dérive, rhétorique du renouveau. L'art d'agir par le discours ou la parole. Telle est l'acception courante donnée à la rhétorique, qui est aussi une science du langage, et un sujet philosophique sur l'éloquence. Dans son acception courante contemporaine, la rhétorique intègre cependant une connotation péjorative. Celle-ci renvoie à l'art du discours en soi, autrement dit, à l'art du discours stérile. Dans l'histoire de la littérature française, les rhétoriqueurs du XVe et XVIe siècle illustrent à merveille dans leur poésie le sens communément donné à la rhétorique. Le terme rhétoriqueur désigne en effet dans la littérature française le groupe de poètes socialement assujettis et opportunistes, qui ont consacré leur poésie à la magnificence de la noblesse dirigeante française du XVe et XVIe siècle, dans l'espoir de recueillir en retour les libéralités des princes.
Leur poétique prend la forme d'une exploitation abusive des ressources formelles du langage et produit en définitive l'effet d'une virtuosité creuse et d'une imposture. C'est dans ce sens et dans cet esprit que les termes de rhétorique et rhétoriqueur sont employés dans ce texte. Il s'agit, en matière politique et économique, et depuis le début du deuxième septennat du président Paul Biya, jusqu'à la veille des émeutes de février 2008, d'illustrer, à travers le discours présidentiel, la dérive rhétorique des gouvernants et l'épuisement visible des facultés apaisantes de ce mode opératoire sur les Camerounais. Le discours politique. Depuis le début de l'affaiblissement de la compétition électorale au Cameroun, que l'on peut situer après 1992, le discours présidentiel intègre rarement des calendriers et des engagements précis. C'est le reflet de la personnalité du président de la République, qui exerce ses fonctions dans un environnement politique dédaigné. Pour éviter les éclats de boue, le président arbitre, il ne joue pas. Il avise, il ne s'engage pas, il préside, il ne gouverne pas, il recommande des menus, il ne cuisine pas. Difficile dans ces conditions de confondre personnellement le président de la République. Ce sont ses collaborateurs, chargés de mettre en œuvre ses recommandations, qui endossent la responsabilité des manquements ou des échecs éventuels. Le président de la République n'est pas en cause. Il a bien dit de faire, et cela n'a pas été fait. La contrepartie de ce confort institutionnel, c'est le risque que le discours présidentiel soit assimilé à un exercice de rhétorique. L'idée récurrente des grandes ambitions pour le Cameroun. À la veille des émeutes de février 2008, le Cameroun est à mi-parcours du deuxième septennat du président Paul Biya. Ce mandat présidentiel démarre après le scrutin du 11 octobre 2004. C'est le septennat des grandes ambitions, selon le nom de baptême du programme électoral décliné par le candidat Paul Biya dans sa profession de foi. Le 5 octobre 2004 à Monatélé, lors du premier meeting de campagne électorale du candidat Paul Biya II, les électeurs camerounais prennent connaissance de la quintessence de ces grandes ambitions pour le Cameroun. Elles visent à sortir définitivement le pays du sous-développement. Ces grandes ambitions s'ordonnent autour de 5 axes directeurs. La modernisation du système démocratique camerounais, la mutation de l'économie camerounaise, le progrès social, le maintien de la paix et de la sécurité, la valorisation de l'image du Cameroun à l'extérieur. Il s'agit en définitive de moderniser et d'approfondir la démocratie au Cameroun, de transformer les structures de l'économie camerounaise pour relancer la croissance et donner un nouvel élan au progrès social, de préserver la stabilité interne et la sécurité extérieure du pays, et enfin de promouvoir son rayonnement international. Ce programme, qui comporte d'une part un volet politique et diplomatique, et d'autre part un volet économique et social, est finalement assez classique pour une élection présidentielle. La thématique des grandes ambitions est aussi récurrente chez le candidat Paul Biya. Il l'évoque depuis la première élection présidentielle pluraliste d'octobre 1992. Camerounaise, Camerounais ? Mes chers compatriotes, nous voici au terme d'une période de 10 années, au cours de laquelle nous avons mené la politique du renouveau national. Nous avions un projet de société, une grande ambition pour notre pays, des objectifs précis à réaliser. Ce que nous avons pu accomplir dans un environnement difficile est appréciable. 3. Le thème des grandes ambitions n'est donc pas nouveau chez le président Paul Biya, ni surprenant dans le cadre d'une campagne électorale. Mais avant la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 11 octobre 2004, les grandes ambitions présidentielles relèvent de l'audace au regard de toutes les contraintes économiques qui pèsent sur le Cameroun. Après l'élection de 2004, elles sont, de l'avis même du président candidat, de l'ordre du réalisable. En somme, ce n'est plus de la rhétorique. Les Camerounais peuvent raisonnablement entretenir l'espoir d'un mieux-être pour les années à venir. La crise, dit-on, est derrière le Cameroun. Le président Paul Biya le sous-entend dans son message de fin d'année le 31 décembre 2004. Mes chers compatriotes, au cours des dernières années, nous nous sommes efforcés, après les années de crise, de regagner le terrain perdu et de remettre les choses en ordre.
Il nous faut maintenant voir au-delà de notre horizon immédiat, et viser des objectifs plus élevés et plus lointains. C'est la raison pour laquelle j'ai placé ce nouveau septennat sous le signe des grandes ambitions pour le Cameroun. Je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas là un simple slogan, mais l'expression d'une forte volonté politique d'aller de l'avant. Ce n'est pas un slogan, c'est l'Arlésienne. 2 ans après la réélection présidentielle de 2004, les Camerounais attendent toujours les arbres, les branches et les fruits de la politique des grandes ambitions. Difficile du reste, de donner un contenu précis à la politique des grandes ambitions en 2006. Peu importe, il faut se convaincre que ce n'est pas un mirage. Le président Paul Biya l'affirme avec conviction aux militants de son parti, après l'énonciation d'objectifs économiques audacieux dans son discours d'ouverture du 3e congrès extraordinaire de son parti qui se tient à Yaoundé au mois de juillet 2006. Non, chers camarades. Rassurez-vous, je ne rêve pas. 4. Le sujet de la réforme des institutions politiques. À la veille de la première élection présidentielle pluraliste de l'histoire politique du Cameroun, le candidat Paul Biya consacre un volet de son intervention radio-télévisée aux réformes politiques et institutionnelles qu'il envisage de mettre en œuvre si les Camerounais lui renouvellent leur confiance. Si le peuple camerounais me renouvelle sa confiance, j'entends proposer, et ceci en tenant compte des recommandations de la réunion tripartite de l'année dernière, une révision de la Constitution. Sur la base de cette nouvelle Constitution verront le jour un Sénat au Parlement, un pouvoir judiciaire renforcé, une Cour des comptes, un Conseil d'État, un Conseil constitutionnel. Dans le cadre d'une large décentralisation, les régions et les communes bénéficieront de pouvoirs très étendus. 5. Dans ce discours, les engagements du candidat sont précis: réviser la Constitution, instituer un Sénat, un Conseil constitutionnel, une Cour des comptes, etc. Nous sommes dans un contexte électoral très disputé au mois d'octobre 1992, avec une incertitude réelle sur les résultats du scrutin. Il faut, notamment sur ce sujet des réformes institutionnelles, décliner des avantages comparatifs identifiables et attractifs dans une campagne électorale dominée par la thématique de la démocratisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.